Alors nous allons maintenant énoncer les lois de Newton et ils sont au nombre de 3. La première loi que l'on appelle également le principe d'inertie. Alors un corps isolé ou pseudo-isolé se déplace avec une vitesse constante ou bien il reste au repos si sa vitesse initiale est nulle. Alors d'abord le principe d'inertie ne peut, parce que du moment que l'on parle de vitesse, ça veut dire qu'il y a un référentiel qui est défini et le référentiel qui est utilisé, c'est un référentiel dans lequel on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique. Et par conséquent, donc un corps isolé, c'est un corps sur lequel il n'y a aucune force extérieure qui est appliquée. Un corps pseudo-isolé, c'est un corps sur lequel il y a des forces extérieures qui sont appliquées, mais leur somme, leur résultante est nulle. Et dans les deux cas, si l'on applique le PFD, donc en supposant que la masse est constante, on aura la masse fois l'accélération est égale à la résultante des forces extérieures. Comme la résultante des forces extérieures est nulle, ça implique que l'accélération est nulle, ce qui implique que la vitesse est constante, ce qui implique que le vecteur vitesse a les mêmes valeurs que ce qu'elle avait à l'instant initial. Donc si à l'instant initial la vitesse est nulle, dans ce cas-là le corps isolé ou pseudo-isolé, il reste au repos quel que soit l'instant considéré. Par contre si sa vitesse initiale est non nulle, donc sa vitesse elle restera en vecteur, elle restera constante quel que soit également l'instant considéré. Alors cet énoncé, il peut plutôt ce principe peut être énoncé d'une deuxième manière. Il existe un référentiel privilégié R par rapport auquel le mouvement d'un point matériel isolé ou pseudo-isolé est un mouvement rectiligne uniforme si sa vitesse n'est pas nulle et il est au repos dans le cas contraire. Alors ce référentiel R, il est dit référentiel inertiel, ça veut dire que c'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. Et en même temps, ce ne sont d'autres que le référentiel galiléen que je vais aborder dans la suite. Et si un mouvement rectiligne uniforme n'est autre qu'un mouvement pour lequel le vecteur vitesse est constant, qui est dit aussi dans le premier énoncé. Donc les deux énoncés sont équivalents et on peut utiliser soit l'un soit l'autre. Donc la deuxième loi de Newton, que l'on appelle également la loi fondamentale de la dynamique, n'est autre que le principe fondamental de la dynamique. Elle est énoncée de la façon suivante: la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. C'est la même chose que le principe fondamental de la dynamique à condition que la masse soit constante. Et par conséquent, donc on peut dire que ceci n'est valable que dans la classe de référentiel donc inertiel ou galiléen, et la même chose, ceci n'est valable que si la masse est constante. Dans le cas contraire, il faut utiliser le principe fondamental de la dynamique. La troisième loi de Newton n'est autre que le principe de l'action et de la réaction. Donc si la même chose que ce que l'on a vu auparavant, si on reprend les deux corps M1 et M2, donc M1 exerce sur M2 la force F1,2, M2 exerce sur M1 la force F2,1, et la force donc exercée par l'un sur l'autre, les deux forces sont égales en module et en direction. Par contre, ils ont des sens opposés de manière à ce que leur somme soit égale à 0. Alors la même chose, on l'a déjà vu, la résultante des forces internes à un système est nulle, donc on l'a déjà démontré, et seules les forces externes d'un système donc influent sur son mouvement. Ça veut dire que dans le principe ou la loi fondamentale de la dynamique, il n'y a que les forces extérieures qui sont prises en considération. Nous allons maintenant aborder la notion très importante pour ce chapitre et qui est les référentiels galiléens. Donc je rappelle que cette notion a été évoquée et pour le principe fondamental de la dynamique et pour le principe d'inertie. Alors, un référentiel R est dit galiléen s'il n'est pas accéléré. Notez bien que si je parle d'accélération de R, donc forcément il existe un autre référentiel par rapport auquel je considère le mouvement de R. Et on va voir par la suite que cet autre référentiel doit être aussi un référentiel galiléen, ou autrement dit, lui-même, il n'est pas accéléré par rapport à R. Donc je vais revenir sur ce point-là. Alors, en termes de terminologie, on dit également que R est un référentiel inertiel. Donc le fait de dire inertiel ou galiléen, cela veut dire la même chose. Alors, quelques remarques. La première, c'est que quand on dit qu'un référentiel n'est pas accéléré, ça implique deux choses. La première, c'est que son origine est animée d'un mouvement rectiligne uniforme. Et la deuxième implication, c'est que ses axes, ils gardent la même direction tout au long donc de son mouvement. Donc, 1, l'origine est animée d'un mouvement rectiligne uniforme. 2, les axes, ils gardent la même direction donc le long du mouvement de R. Alors, nous avons vu
que et le principe d'inertie et le principe fondamental de la dynamique ne peuvent être appliqués que dans ce genre de référentiel. Nous avons vu donc dans le chapitre, ou plutôt dans le paragraphe du changement de référentiel, quand on a établi la loi de composition des accélérations, que dans le cas où le référentiel relatif, l'origine du référentiel relatif est animée d'un mouvement rectiligne uniforme et que le vecteur rotation du référentiel relatif est égal à 0, ça veut dire que la direction des axes du référentiel relatif reste parallèle à celle des axes du référentiel absolu. Nous avons vu que l'accélération, l'expression de l'accélération du point matériel est la même dans le référentiel relatif que dans le référentiel absolu. Et par conséquent, si l'on prend l'ensemble donc des référentiels non accélérés les uns par rapport aux autres, donc le point matériel est là la même expression, son accélération a la même expression dans ces référentiels. Or, si on regarde un peu de plus près l'ensemble de ces référentiels, donc si on prend par exemple, quand j'ai parlé de non accéléré ici, donc ça veut dire que j'ai considéré un R0, donc un autre référentiel par rapport auquel j'ai considéré le mouvement de R. Alors on peut inverser le fait que R soit non accéléré par rapport à R0, c'est que ça implique aussi que R0 est non accéléré par rapport à R. Et par conséquent, les deux référentiels en fait ils sont galiléens. Et quand on compare, quand on définit un référentiel galiléen, en fait on le définit par rapport à un autre référentiel galiléen. Et par conséquent, l'ensemble donc des référentiels qui sont non accélérés les uns par rapport aux autres sont tous des référentiels galiléens, et ça implique donc deux choses. La première, c'est que l'accélération du point matériel, il a la même expression dans tous ces référentiels-là, c'est pour ça qu'on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique. Et évidemment, la deuxième propriété, c'est que le principe d'inertie et le principe donc fondamental de la dynamique peuvent y être appliqués. Et par conséquent, on peut conclure que l'ensemble des référentiels galiléens en fait sont des référentiels non accélérés les uns par rapport aux autres. Donc, quand je parle de translation rectiligne uniforme, en fait, l'origine des référentiels est animée d'un mouvement rectiligne uniforme et les axes du référentiel, ils gardent la même direction tout au long du mouvement du référentiel. Alors, reprenons un référentiel R1 ne soit pas galilien, il suffit que soit O1 soit animé d'un mouvement qui n'est pas rectiligne uniforme, soit l'un des axes de R1 change de direction. Alors dans l'animation qui suit, je vais considérer que les deux conditions ne sont pas remplies. Ça veut dire que le mouvement de O1 n'est pas rectiligne uniforme, on voit bien qu'il est courbé, et les axes de R1 changent donc de direction au cours du mouvement. Alors si l'on considère cette fois-ci donc un intervalle de temps pendant lequel la trajectoire donc de O1, donc un intervalle de temps pendant lequel la trajectoire de O1 peut être considérée comme rectiligne uniforme, ou le mouvement de O1 peut être considéré comme rectiligne uniforme, et pendant ce déplacement-là, les axes quasiment, ils ont gardé leur direction. Si j'agrandis, donc l'animation donne ceci. Les axes pendant cet intervalle de temps-là, les axes ils restent quasiment parallèles à leur direction initiale et en même temps que O1 est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc on peut dire que pendant cet intervalle de temps ΔT, R1 qui n'est pas dans l'ensemble un référentiel galiléen, pendant cet intervalle de temps ΔT, R1 peut être considéré avec une bonne précision comme référentiel galiléen. Donc on en conclut que pendant ΔT, donc le référentiel R1 peut être considéré comme galiléen, donc pendant cet intervalle de temps. Nous allons passer en revue maintenant quelques référentiels pratiques que l'on va certainement utiliser dans le cadre de ce cours et que vous devriez d'ailleurs retenir même pour votre culture générale. Le premier, c'est celui que l'on appelle le référentiel de Copernic. Il a comme origine le centre de masse du système solaire. Ces axes, ils sont dirigés vers 3 étoiles lointaines. Alors, ce référentiel peut être considéré comme galiléen avec une très bonne précision si l'intervalle de temps considéré pendant lequel on étudie le point matériel est négligeable devant 225-250 millions. Alors, un premier nombre est négligeable par rapport au deuxième si le premier est pratiquement 1% du deuxième. Et par conséquent, dans ce cas-là, ΔT est négligeable devant 225-250 si ΔT est inférieur ou égal par exemple à 2 millions d'années. Pendant un intervalle de 2 millions d'années, on peut considérer le référentiel de Copernic comme un référentiel galiléen.
Le deuxième référentiel, aussi important que le premier, c'est le référentiel de Kepler. C'est un référentiel dont l'origine, c'est le centre de masse du Soleil, et les axes, ils sont parallèles à ceux du référentiel de Copernic. La même chose, on l'appelle également référentiel héliocentrique. Hélio, c'est Soleil en grec, centrique, parce que ce référentiel, son origine est confondue avec le centre du Soleil. Alors la même chose, ce référentiel peut être considéré comme galiléen si on prend des intervalles de temps pendant lesquels celui-ci peut être considéré comme non accéléré. Alors le troisième référentiel d'intérêt pour notre cours, c'est le référentiel géocentrique. Son origine, c'est le centre de la Terre et ses axes ils sont dirigés vers 3 étoiles lointaines. On pourrait dire également que la direction de ces axes reste parallèle à la direction des axes du référentiel de Copernic. Alors nous savons que la Terre décrit une orbite elliptique autour du Soleil. Le Soleil occupe l'un des foyers de cette ellipse. Et les deux demi-axes de l'ellipse sont quasiment identiques. Donc on pourrait, avec une bonne approximation, considérer que la trajectoire de la Terre autour du Soleil est un cercle. Et par conséquent, donc l'origine, le centre de la Terre, qui est l'origine du référentiel géocentrique, il décrit une orbite circulaire et donc elle est accélérée. Par conséquent, ce référentiel n'est pas galiléen. Par contre, si on considère un intervalle de temps négligeable devant la période de révolution de la Terre autour du Soleil. On sait que la Terre, elle fait un tour en une année. Donc si on prend un intervalle de temps négligeable devant une année, concrètement un intervalle de temps qui dure quelques jours. Alors on pourrait considérer que l'arc de cercle parcouru par le centre de la Terre peut être considéré comme un segment de droite. Et comme le mouvement circulaire est uniforme, donc on peut considérer que la vitesse elle-même donc de l'origine de la Terre est constante et par conséquent son mouvement est uniforme. Et comme les axes, leur direction reste parallèle à celle du référentiel de Copernic, donc on peut considérer que leur direction est constante et par conséquent le référentiel pendant cet intervalle de temps peut être considéré comme un référentiel galiléen avec une bonne approximation. Dans quelle situation pourrait-on utiliser le référentiel géocentrique comme galiléen? Si l'on étudie par exemple le mouvement des marées, des océans et des mers, si l'on étudie également le mouvement des satellites autour de la Terre à condition que la période de révolution du satellite autour de la Terre ne dépasse pas quelques jours, on peut le faire aussi dans bien d'autres situations. Alors, le dernier référentiel qui nous intéresse, c'est le référentiel terrestre. Son origine, c'est le centre de la Terre et ses axes, ils sont cette fois-ci liés au globe terrestre. Et comme on sait que la Terre, le globe terrestre, il tourne autour de lui-même, et ça, la période de révolution du globe terrestre autour de lui-même, c'est 24 heures. Donc les axes, ils sont animés d'un mouvement de rotation et par conséquent, ce référentiel n'est pas un référentiel galiléen. Toutefois, comme on avait fait pour les autres, si l'on considère cette fois-ci un intervalle de temps qui est inférieur à la période de rotation de la Terre, ça veut dire 24 heures. Si l'on prend un intervalle de temps qui est de quelques minutes, on pourrait considérer, avec le même raisonnement que l'on a fait pour le référentiel géocentrique, on pourrait considérer que le référentiel terrestre est un référentiel galiléen avec une bonne approximation. Un exemple concret, supposons que l'on étudie donc un pendule, le mouvement d'un pendule, on veut mesurer sa période dans un laboratoire, on peut utiliser le référentiel terrestre pour notre étude et le considérer comme un référentiel galiléen. D'ailleurs, le référentiel terrestre, on l'appelle également le référentiel du laboratoire. Alors dans ce paragraphe, on va voir comment donc on peut écrire, comment se transforme le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen. Donc l'objectif, c'est d'exprimer le PFD dans le référentiel non galiléen. Ça veut dire la masse fois l'accélération de m par rapport à ce référentiel non galiléen est égale à quelque chose. Donc on va essayer de retrouver le deuxième membre de cette égalité. Alors, considérons un référentiel R qui est galiléen et un autre référentiel R1 qui n'est pas galiléen. Ça veut dire que R1, il est accéléré par rapport à R. Donc, soit son origine est animée d'un mouvement qui n'est pas rectiligne uniforme par rapport à R, soit l'un de ces axes change de direction par rapport aux axes de R, soit les deux en même temps. Alors, on sait que la loi de composition des accélérations en considérant R1 comme référentiel relatif et R comme référentiel absolu est donnée par l'expression suivante. L'accélération de m par rapport à R est égale à l'accélération de m par rapport à R1 plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Et comme R est un référentiel galiléen, le PFD permet d'écrire la résultante des forces extérieures appliquées à m est égale à la masse fois l'accélération de m par rapport à r. On suppose que la masse donc, du point matériel est constante. Alors si je remplace l'accélération par cette expression-là,
et on met donc m gamma E et m gamma C de l'autre côté de l'égalité. Donc ça me donne la résultante des forces extérieures moins m gamma E moins m gamma C est égal à m gamma de m par rapport à R1. Donc déjà, c'est ce que je cherchais ici. Je cherchais à exprimer la masse fois l'accélération de m par rapport au référentiel non galiléen est égal à quelque chose. Et donc le membre que je cherche est celui-ci. Donc si je pose moins m gamma E est égal à Fe et on l'appelle la force d'inertie d'entraînement, et moins m gamma C, je la pose, est égal à Fc, on l'appelle la force d'inertie de Coriolis. Donc on peut écrire dans R qui est galiléen, la somme des forces extérieures est égale à m gamma de m par rapport à R. Par contre, dans R1 qui n'est pas galiléen, il faut en plus des forces extérieures rajouter donc la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Et par conséquent, donc le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel qui n'est pas galiléen peut s'énoncer comme suit. La somme des forces extérieures appliquées au point matériel plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis est égale à la masse fois l'accélération du point matériel par rapport au référentiel non galiléen. Et donc on retrouve une expression que l'on peut utiliser même si le référentiel n'est pas galiléen.